Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite prendre la parole sur mes derniers travaux. Ces derniers travaux sont assistés par le modèle de génération de musique Sono. Il y a la bande sonore de On ne badine pas avec l'amour, un film expérimental, et celle de Viracocha, un film hybride. Les deux sont mis en scène en 3D dans le moteur de jeu Unreal Engine. Enfin, il y a Nos chemins se confondent, qui est une sorte de méga-album sorti il y a quelques jours, constitué de multiples propositions de musiques électroniques artificielles. Je vais commencer par une précision de vocabulaire, qui n'est pas anodine. Je n'utiliserai pas le terme intelligence artificielle. Ce mot est avant tout un argument commercial, un habillage marketing destiné à produire de la fascination, parfois de la crainte, souvent les deux en même temps. Je lui préfère des termes plus prosaïques, outils de génération ou modèle de génération. Car ce dont il est question ici, malgré un très haut degré de sophistication, reste fondamentalement de la génération de formes, de matière. Des formes sonores, des structures, des enchaînements produits à partir d'un immense corpus artistique. Rien de magique, rien de conscient, rien qui ne soit de l'ordre de la pensée. Aujourd'hui, ces outils de génération musicale sont très largement utilisés, parfois discrètement, parfois ouvertement. Des producteurs s'en servent pour esquisser des idées, générer des bases, des ambiances, des textures, voire pour publier directement des morceaux ou des banques de sons. Des pratiques commencent à émerger, souvent en marge, parfois sans cadre clair et presque toujours plus vite que les débats publics ou les régulations. Qu'on le souhaite ou non, ces outils circulent déjà dans les chaînes de production musicale. Faire comme s'ils n'existaient pas ou refuser par principe de s'y confronter revient surtout à laisser d'autres décider de leurs usages, de leurs normes et de leurs limites. C'est précisément pour cette raison qu'il me semble important que les artistes s'en saisissent. Non pas pour les légitimer ni pour les optimiser, mais pour en éprouver les effets réels sur la création musicale. Pour y projeter une expertise, une écoute exercée, une culture musicale et rendre visible ce que ces outils font et surtout ce qu'ils ne font pas. Car c'est en les pratiquant que l'on peut révéler les impasses, les appauvrissements possibles, les angles morts esthétiques. Et c'est peut-être aussi à partir de ce travail critique, situé, incarné, qu'on pourra se poser, le moment venu, la question de leurs limites acceptables, voire de leur interdiction. Se confronter à l'outil, ce n'est pas s'y soumettre, c'est au contraire se donner les moyens d'en prendre la maîtrise, ou d'en contester légitimement l'existence. La réception du public, qui elle aussi est un élément central de cette réflexion, semble exister aujourd'hui dans un consensus assez large. La musique générative serait en soi quelque chose de mauvais ou de très peu souhaitable. Le simple fait de savoir qu'un morceau est généré suffit souvent à provoquer un rejet immédiat, presque réflexe. Ce rejet est compréhensible. Il y a sans doute un sentiment de trahison, comme si la machine avait tout fait à la place de quelqu'un, comme si le geste artistique avait disparu, remplacé par un automatisme opaque. Ce qui est refusé, au fond, ce n'est pas seulement le son, mais l'idée qu'il n'y aurait plus de responsabilité humaine derrière la musique. Mon objectif n'est pas de contester ce malaise, mais de le prendre au sérieux, et de formuler une hypothèse simple, et si l'on travaillait avec ces outils, non pas pour les défendre, mais pour en éprouver leurs limites, pour les éprouver jusqu'au bout. Peut-être que cela ne mènera à rien, et j'y suis tout à fait ouvert. Il me semble néanmoins nécessaire en tant qu'artiste de se réapproprier ces outils, précisément pour en délégitimer les usages purement récréatifs, automatisés, déconnectés de toute intention. Et pour contester l'idée portée par certains producteurs qu'il serait possible de s'affranchir des créateurs tout en continuant à publier, diffuser, monétiser. Si malgré ce travail exigeant, situé, incarné, mes propositions de musique générative suscitent toujours le rejet, alors cela dira quelque chose d'essentiel. Cela signifiera qu'il n'existe tout simplement aucune manière intéressante, partageable, vivante de faire exister ces outils auprès des publics. Dans ce cas, la fermeture de ces entreprises deviendrait une option entendable, car des outils qui ne peuvent pas servir aux artistes eux-mêmes ne sont alors que des générateurs de pollution sonore, culturelle et symbolique. Et en tant que tel, il faudra s'en séparer. Mais avant d'en arriver là, il faut s'y confronter pour valider ou infirmer cette hypothèse. Pas sur des discours, mais sur des pratiques. Et finalement, si l'on prend un peu de recul, cette logique s'inscrit assez naturellement dans une continuité de l'histoire de la musique électronique.
Pour moi, Sono ressemble moins à un compositeur fantôme qu'à une sorte de synthétiseur modulaire organique, à une boîte à rythme surperformante. Un instrument étrange, mouvant, instable, qui ne demande qu'à être manipulé, contredit, contraint, parfois même malmené. C'est précisément là que mon intérêt se situe, en tant que plasticien. Je ne viens pas à cet outil avec l'idée naïve de faire de la musique sans effort, mais avec le désir de me confronter à la génération comme matière. Je sais que beaucoup de musiciens ne veulent pas en entendre parler. Il y a un rejet viscéral, presque automatique, un peu comme les publics, et je le comprends. Ce rejet est largement alimenté par les usages dominants de ces outils, mais aussi par la communication des entreprises qui les développent, et qui répètent que tout le monde peut devenir musicien. Je crois profondément que c'est l'inverse qui est intéressant. Travailler avec les générations comme quelque chose qui résiste, qui impose ses limites, ses clichés, ses facilités, plutôt que comme quelque chose qui ouvrirait la création à n'importe qui, de n'importe quelle manière, et sans aucune forme de résistance et de difficulté. Un producteur de musique n'aura jamais le même regard qu'un artiste plasticien ou l'oreille d'un musicien, et ce n'est pas un jugement de valeur. Leurs usages sont structurellement divergents. Un musicien travaille avec des intentions qui lui sont propres, il entend des micro-variations, des tensions harmoniques, des déséquilibres que d'autres n'entendent pas, parce que la musique est littéralement son métier. C'est exactement la même chose avec la génération d'images. À la fin de la journée, on a toujours besoin d'un vrai graphiste, quelqu'un qui sait choisir, trier, éditer, nettoyer, personnaliser. Un regard exercé capable de faire la part des choses, de prendre des décisions pertinentes, puis de pousser une forme jusqu'à qu'elle devienne vraiment singulière. Lorsque je suis entré dans Sono, ma première intention était assez simple. Faire une recherche de textures génératives, explorer des matières sonores, brutes, abstraites, presque informes. Mais cela n'est pas vraiment possible. Même avec des instructions très précises, le modèle de génération s'appuie sur une base de données qu'il faut apprendre à manipuler. Et le jeu commence alors. Les formes générées sont souvent empreintes de clichés, de stéréotypes, des réflexes musicaux très marqués, une sorte de fond diffus de musique générique commerciale rassurante. Et je crois qu'à moins de reconstruire un modèle de génération entièrement à part et à partir de zéro, ce fond restera toujours là. D'une certaine manière, cela a un effet paradoxalement rassurant pour les créateurs. Le modèle ne va pas découvrir de nouveaux continents esthétiques. Il ne va pas faire exploser la musique telle qu'on la connaît. Au mieux, il produit des mélanges relativement sages en recyclant des textures, des motifs, des structures existantes. C'est précisément pour cette raison que l'humour est devenu une composante essentielle de mon album. Il faut accepter cette matière stéréotypée et la faire voyager, faire sa petite cuisine avec, la déplacer, la tordre, la détourner. L'humour est aussi, je crois, une porte d'entrée vers l'empathie. Elle permet d'installer une proximité, voire une complicité. Et cette complicité crée un lien intéressant avec des titres plus mélancoliques, plus contemplatifs, parfois presque un peu fragiles. Concrètement, j'ai retravaillé des chansons que j'avais déjà composées ou fait générer. J'en ai généré de nouvelles. J'ai joué avec les différents outils proposés par la plateforme, les personas, les outils d'extension, les variations. Et j'ai aussi travaillé sur des reprises, des chansons françaises, béarnaises, parfois transposées avec des histoires d'écureuils, parfois transposées dans un autre contexte culturel ou supposé culturellement. Par exemple, Aquelos Montaños, que j'ai transposé dans le contexte andin et en quechua, d'après la perception, bien entendu, que peuvent en avoir ces outils-là. Et j'insiste sur la notion de perception. Mais aussi de la musique baroque, qui s'est révélée être un défi particulier pour le modèle, notamment dans l'enchevêtrement de plusieurs voix, les polyphonies, les équilibres subtils entre lignes mélodiques. Chaque chanson est passée par plusieurs versions. Il y a un véritable travail de manipulation des instructions, d'ajustement progressif, d'itération après itération pour parvenir à un résultat publié. Mon objectif était également une certaine homogénéité dans la direction artistique. J'ai déjà exploré d'autres formes de génération par le passé. Ici, je voulais une esthétique électronique, parfois abrasive, parfois volontairement un peu inconfortable. Cela dit,
même si le résultat me satisfait aujourd'hui, je le considère comme une proposition, une expérimentation dans un parcours d'apprivoisement des outils génératifs. Les enjeux autour de ces outils sont immenses, complexes et souvent conflictuels. Je ne me pose pas en défenseur de ces technologies, mais en expérimentateur. J'explore, je teste, je doute. Je m'interroge par exemple sur la pertinence d'un rôle de disque jockey en musique générative. Sélectionner, enchaîner, contextualiser des formes produites par des modèles. Dans un second temps, j'envisage un travail en alternance où la génération serait suivie de retouches musicales humaines, un peu comme lorsque l'on détourne des éléments générés en images pour les intégrer dans un photomontage, extraire, découper, recomposer. Enfin, et c'est important pour moi, vous ne trouverez pas d'onglet ici, seulement un peu de chiac. Enfin, du chiac selon ChatGPT, c'est-à-dire du français acadien approximatif, disons-le honnêtement. Encore une fois, c'est la question de la perception. Et de la perception au travers du filtre des modèles de génération et de leur base de données. Mon intention est claire. Utiliser ces outils non pas pour remplacer, mais pour soutenir un processus créatif. Et surtout proposer une perspective d'affranchissement de l'anglais comme langue par défaut, des modèles de génération, voire même de l'industrie musicale. L'idée d'une langue globale prétendument neutre est déjà profondément problématique. Mais la technologie permet aujourd'hui de produire des traductions solides dans des langues parfois rares, minorées, invisibilisées. Je pense au basque, au quechua, au béarnais qui sont présents dans mon album. Retourner une technologie issue de dynamiques impérialistes contre cet impérialisme culturel, c'est une voie que je commence à explorer et à expérimenter. Pas comme une solution miracle, mais comme un geste, un déplacement, une tentative parmi d'autres. Une autre question s'est imposée à moi assez naturellement, presque comme une conséquence logique de tout ce travail, c'est celle de l'incarnation. À partir du moment où il y a un album, et même dans ce cas précis un méga-album, se pose inévitablement la question de la représentation en direct. Comment faire exister cette musique hors de l'espace domestique de l'écoute ? Comment désormais l'incarner ? Par la scénographie d'abord, par la représentation physique ensuite, par le chant peut-être, en remplaçant certaines voix générées ou au contraire en chantant avec elles, en frottement, en écho, en contrepoint. Ce sont des questions ouvertes, encore sans réponse définitive, mais il me semble qu'il y a là quelque chose d'indépassable pour la machine, non pas dans la production de son, mais dans la nécessité d'incarner la musique. La musique n'est pas seulement un objet à écouter, elle est aussi un fait social. Elle existe dans des lieux, dans des corps, dans des regards partagés, dans les concerts, les festivals, les scènes improvisées, les moments collectifs où quelque chose d'intangible se passe. Aucune musique, aussi sophistiquée soit-elle, ne fait réellement sa vie toute seule. Elle a besoin d'un contexte, d'une mise en situation, d'un corps qui la porte, d'une présence qui l'assume. C'est pourquoi il me semble primordial de remettre l'humain au centre de la représentation. Non pas comme une réaction défensive face aux outils de génération, mais comme une évidence artistique et sociale. La machine peut produire des formes, mais elle ne les habite pas. L'incarnation par la voix, le geste, la scénographie, le récit reste un espace de liberté, de fragilité, d'imprévu, un espace où l'erreur, le trac, la fatigue, l'émotion font partie intégrante de l'œuvre. Et c'est peut-être là que se joue aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Non pas dans la question de savoir si ces musiques peuvent exister, mais dans la manière dont nous choisissons, nous, de les faire vivre. Pour conclure, j'aimerais ni trancher ni convaincre, encore moins prophétiser. Ce travail n'est pas une démonstration ni un manifeste. C'est une expérience en cours, un état de recherche à un moment donné. Il est tout à fait possible que ce chemin mène à une impasse, et que j'en fasse le tour et que je décide d'en revenir. Et ce ne serait pas un échec. Ce serait simplement une étape de plus dans un parcours artistique fait d'essais, de détours, de renoncements assumés. Et c'est pour cela que je vous invite avant tout à écouter. À écouter sans chercher immédiatement à juger l'outil, mais à entendre les formes, les textures, les intentions, les maladresses aussi. À faire vôtre cette écoute, à plonger dans ces musiques et à en faire vos propres conclusions. À commenter, à critiquer, à poser des questions, à partager vos réserves comme vos curiosités. Je crois profondément que ces musiques n'ont de sens que si elles deviennent un point de départ pour une discussion sur ce que l'on accepte, sur ce que l'on refuse, sur ce que l'on projette dans ces outils et sur ce qu'ils révèlent malgré eux de nos habitudes culturelles, de nos attentes esthétiques et de nos peurs aussi.
Avant de tirer des conclusions, quelles qu'elles soient, il me semble important de mettre les mains dedans, de mettre les oreilles aussi dedans, de se confronter à la matière, d'en éprouver les limites, les résistances, les zones de malaise comme les zones de jeu. Ce travail n'est donc pas une réponse mais une invitation à la curiosité, à la prudence et je l'espère à une discussion apaisée où l'on prend le temps d'écouter avant de décider quoi que ce soit.